Bonjour. D'abord, merci de vous joindre à moi. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Hélène Guzella. Je suis designer de jeux pour le studio indépendant Artifact 5. On est basé à Montréal. Dans le fond, aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'approche conceptuelle, qui est une façon de travailler que j'utilise dans mon quotidien pour la résolution de problèmes de tout genre, puis certainement qui peut s'appliquer à d'autres domaines. Donc, je vous propose un plan très, très simple. D'abord, je vais vous présenter un peu mon parcours. On va passer par quelques définitions avant de voir des astuces concrètes pour intégrer l'approche conceptuelle dans vos pratiques. Puis, on aura le temps à la fin pour quelques questions. Donc, je vous l'ai dit, je suis designer de jeux, je travaille donc en jeux vidéo, mais c'était pas la carrière que j'avais initialement envisagée, même si le jeu a toujours fait partie de mon quotidien, de mes habitudes, puis de mes passe-temps. J'ai d'abord fait des études au baccalauréat, puis à la maîtrise à l'Université McGill en études classiques, puis en littérature. Rien qui aurait pu nous en laisser présager là, que j'irais vers le jeu vidéo. J'ai fait un diplôme en gestion de projet à l'Université de Sherbrooke, ce qui m'a permis de travailler en production transmédiatique, c'est-à-dire que j'ai fait des projets de livres, de web, de musées, ce genre de choses. Mais je concevais des jeux à temps perdu, d'abord des jeux de société, des jeux de rôle, puis éventuellement des jeux vidéo. Puis, c'est ce qui m'a permis de développer des modes de créativité que, franchement, j'utilise encore aujourd'hui. Puis, finalement, j'ai complété un DESS en design de jeu à l'Université de Montréal, ce qui m'a permis de vraiment faire la transition vers l'industrie du jeu vidéo. Puis, par choix, j'ai travaillé avec des studios indépendants, ce qu'on appelle communément des indies. La particularité de la production indie, c'est qu'on a généralement le désir et l'ambition de créer des expériences nouvelles, de travailler vraiment dans l'innovation. On veut apporter des nouveaux contenus aux utilisateurs, puis on cherche à renouveler les genres, à perturber les habitudes. Franchement, on navigue pas mal toujours en terrain inconnu. Puis, on utilise donc souvent cette métaphore des bateaux pour signifier l'agilité des équipes, qu'elles soient petites ou grandes. Donc, si on imagine, par exemple, un énorme paquebot qui va nécessiter 500, 800, 1000 personnes pour le manœuvrer, on ne pourra pas réalistement le faire tourner alors qu'il va déjà à grande vitesse. Mais avec une petite équipe, c'est le cas de mon équipe, on est entre 5 et 8 personnes selon les projets, on a l'agilité pour tenter de nouvelles façons de faire, de changer de cap, puis de foncer très rapidement. Puis c'est ce qui nous permet de réagir aux idées innovantes. Puis, bon, réalistement, le plus souvent, on doit composer avec des ressources assez petites. On parle de budget, la taille des équipes, la durée des projets, etc. Donc, encore là, il faut qu'on fasse preuve d'innovation dans nos pratiques pour être en mesure de concevoir des nouveaux produits, puis ce qu'on a envie de faire. Donc, dans mon quotidien, en tant que designer de jeu, je suis amenée à réfléchir à plusieurs problèmes, puis à proposer des solutions qui soient adaptées à notre produit d'une part, mais surtout à l'utilisateur qu'on a ciblé. Puis, c'est beaucoup là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. En fait, si je vous donne un exemple, il n'y a comme aucun intérêt à développer une interface hyper complexe, même si elle est très, très, très bien faite. Si on pense, par exemple, à un jeu de rôle où on aurait une progression de personnages avec plusieurs niveaux, des choix exclusifs, si on avait identifié que notre joueur cherche à avoir une expérience relaxante et facile d'accès. En fait, le problème là, c'est qu'on serait en incohérence entre notre produit puis notre utilisateur. Le plus souvent, quand les gens sont confrontés à des problèmes ou cherchent des solutions innovantes, que ce soit pour un nouveau produit qu'on veut lancer sur le marché ou une nouvelle façon de travailler en équipe ou franchement n'importe quel questionnement, on observe deux grandes approches. D'un côté, on voit des gens qui listent idée après idée, mais ils cherchent toujours à trouver de meilleures options ou une idée qui n'a pas encore été faite ou quelque chose d'un peu plus facile à faire ou d'un peu moins coûteux. C'est essentiellement une approche de brainstorm. Le danger de travailler comme ça, c'est de toujours rester dans la phase de génération d'idées sans se fixer et de jamais passer à l'action. J'ai un ami écrivain qui fonctionne comme ça. Il a énormément de talent, il se repose beaucoup là-dessus. Il écrit et réécrit depuis des années l'historique de son univers, puis chaque fois qu'il parle de son projet, les éléments clés ont changé. Mais pendant ce temps-là, son roman n'existe pas encore. À l'inverse, il y a d'autres qui ont une idée très, très claire en tête, extrêmement bien définie et dont ils ne vont pas déroger. Ils vont foncer pour la concevoir, mais au risque d'ignorer plusieurs éléments importants qu'une analyse préliminaire
auraient pu révéler. Ou pire, ils vont se rendre compte qu'ils ont complètement ignoré des éléments essentiels comme de répondre à un besoin réel. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des approches qui sont le plus souvent innées, c'est-à-dire qu'elles viennent assez naturellement et les gens qui les pratiquent le font sans avoir développé de réelles méthodes. Mais contrairement à l'idée qu'on s'en fait, la créativité n'est pas un talent inné. Il y a des pratiques qui permettent de mieux la développer, puis surtout de mieux l'utiliser pour arriver à des résultats vraiment épatants. Mais déjà, si on combine les deux approches que je viens juste de présenter, on arrive à une certaine méthode pour encadrer notre créativité. En fait, ce que je viens de décrire, ce sont les phases de pensée divergente et convergente. En psychologie, la pensée divergente ou la pensée latérale, c'est un mode de pensée qui se caractérise par sa capacité à générer un très grand nombre d'idées et de possibilités dans le but de trouver une qui est adaptée à la situation à laquelle on fait face. C'est un processus de réflexion qui se base sur la notion de quantité et non celle de qualité, et on va y revenir. Puis, si on pense plus précisément à cette phase-là, on cherche à avoir vraiment un maximum d'options possibles, même les plus farfelues ou certaines qui seraient irréalistes. En fait, à ce moment-là, il n'y a pas de mauvaise idée, considérant que toute idée peut en engendrer une autre et possiblement celle qu'on va choisir. Par opposition, la pensée convergente, c'est le processus de pensée qui permet de sélectionner la meilleure solution parmi une multitude d'options en se basant sur une analyse des possibilités. C'est le mode de pensée sur lequel repose le raisonnement critique qui est nécessaire à l'évaluation de nos idées. Donc, pour simplifier, on peut dire que la pensée divergente permet de générer des options et va, en général, précéder à la pensée convergente qui permet de faire des choix parmi ces options-là. Présentées comme ça, en fait, on voit bien que ces deux phases ont seulement du sens si elles sont utilisées ensemble. Sauf que ça ne règle pas le problème de cohérence que j'ai évoqué plus tôt. Dans une méthode comme celle-ci, on est trop isolé des utilisateurs, puis on court le risque de créer quelque chose qui finalement ne répond pas aux besoins de notre public cible. Puis c'est là où l'approche conceptuelle entre en jeu. L'approche conceptuelle ou la conception créative ou encore le design thinking en anglais, c'est une approche d'innovation qui est centrée sur l'utilisateur. Essentiellement, ça a comme objectif d'identifier les problèmes puis de soulever des solutions innovantes qui répondent réellement aux besoins des utilisateurs. Il existe quelques modèles de design thinking selon à quelle époque ou à quelle école on fait référence. Moi, aujourd'hui, je me réfère à celui de l'école de design de l'Université Stanford. Donc, si vous faites des recherches sur le sujet, vous allez trouver là, plusieurs variations, mais dans l'ensemble, elles présentent toute la même idée que je vais donc présenter aujourd'hui. Ce qui est particulièrement intéressant de cette approche-là, c'est qu'elle peut servir peu importe le domaine d'application. Dans un rôle de design comme le mien, c'est vraiment la base de notre pratique. Puis, ensuite, elle pourra être adaptée là, à pas mal toutes les réflexions de résolution de problèmes. Mais ce qu'on veut retenir, c'est que cette approche repose sur 3 objectifs qui vont permettre l'innovation. Alors, premièrement, les solutions trouvées doivent être désirables pour les utilisateurs. En fait, on l'a déjà mentionné depuis le début. Il faut également qu'elles soient viables pour les concepteurs, c'est-à-dire que l'équipe doit avoir les ressources et les compétences pour mener à bien sans détruire les acquis passés. Dans le cas d'une startup, par exemple, on ne voudrait pas qu'un nouveau produit lancé mette en péril des lignes qui fonctionnent pourtant bien. Puis finalement, il faudra qu'elles soient technologiquement faisables, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions nouvelles, oui, mais qui pourront être implantées dès maintenant. En gros, c'est un modèle qui repose sur 5 grandes phases. L'empathie, la définition, l'idéation, le prototypage et le test. Puis, ici, même si je vous présente les phases de manière successive, c'est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'un processus linéaire. En fait, c'est plutôt une boucle itérative, c'est-à-dire qu'on va volontairement revenir en arrière pour mettre à l'épreuve ce qu'on a déjà fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, on va faire de nouvelles découvertes, puis de nouvelles réalisations qui vont nous permettre de revisiter les étapes précédentes, puis de pousser plus loin les résultats qu'on avait obtenus. On va y revenir encore. Donc, plongeons un peu dans le concret.
La première phase de l'approche conceptuelle, c'est l'empathie. En fait, depuis le début de la présentation, je mentionne l'importance d'être en cohérence avec les besoins des utilisateurs. C'est exactement ce à quoi sert l'empathie. On cherche d'abord à obtenir une compréhension des aspects humains des problèmes ou des défis qu'on souhaite régler. Ce qui est le plus important à cette étape-là, c'est de mettre de côté nos propres présomptions pour acquérir le point de vue d'autrui. Il est impératif de prendre son temps. Il est tellement facile de croire qu'on connaît déjà les besoins de nos utilisateurs. Puis, même s'il est possible que notre public nous ressemble, le plus souvent, on a seulement une compréhension très superficielle des besoins auxquels on s'adresse. Donc, en fait, on va chercher à gagner des nouvelles perspectives par l'observation, l'immersion et la communication. Donc, il y a plein de façons de faire ça. On n'a pas vraiment le temps aujourd'hui de faire des ateliers pratiques, mais je vous propose quand même quelques outils qui pourraient être particulièrement utiles. Pour cette première étape, ce que je vous propose, c'est de développer vos sens dans votre quotidien dans le but de pratiquer ce qu'on appelle l'observation active. En améliorant vos capacités d'observation, vous pourrez révéler des nuances que vous n'aviez jamais perçues auparavant puis qui sont vraiment utiles à votre potentiel créatif. Premièrement, réapprenez à regarder le monde. Ça peut sembler tout à fait anodin, mais toutes les choses qu'on voit dans une journée ont le potentiel d'allumer notre créativité. Notre esprit fait des liens entre nos questionnements puis les choses qu'on voit. Et c'est pour cette raison, en fait, que nos meilleures idées surviennent souvent dans les moments les moins attendus. L'objectif, en augmentant notre temps d'observation, c'est de provoquer des moments eureka. Le but, c'est donc d'être plus attentif à ce qui nous entoure dans le but d'augmenter la quantité de liens cognitifs qu'on a à l'intérieur d'une même journée. Ça peut se faire tout simplement en lâchant son téléphone cellulaire quand on est à l'extérieur, puis prendre le temps de se poser des questions sur notre environnement et sur les gens autour de nous. En fait, porter particulièrement attention aux personnes, à leurs intérêts, à leurs activités, à leurs habitudes, puisque ici, le but est d'avoir une compréhension humaine. Ensuite, prenez l'habitude de noter vos observations. Puis en fait, je vous encourage à traîner un cahier et un crayon pour prendre vos notes à la main. Je sais qu'on a tous pris l'habitude de prendre des notes vocales directement sur nos téléphones, mais il y a quelque chose dans l'écriture manuelle qui est favorable à la créativité. Ça augmente les ancrages dans notre mémoire, puis souvent, on va ajouter des petits détails, des doodles qui vont prendre beaucoup de sens plus tard. Finalement, engagez-vous dans des discussions avec de nouvelles personnes, des gens qui ont une vision différente de la vôtre, mais surtout des gens à qui s'adresseront vos solutions. Laissez-les parler, encouragez-les. Le but, encore une fois, c'est de comprendre leur perspective en laissant de côté vos a priori. Si vous prenez le temps de bien passer au travers là, de cette observation-là, vous allez amasser une quantité impressionnante d'informations pratiques sur vos utilisateurs. Puis, vous pourrez passer une quantité... Vous aurez pris des bonnes habitudes d'observation active, ce qui va rendre encore plus facile vos prochaines phases. Pardon. Ce qui nous mène donc à cette deuxième phase qui est la définition. Si vous avez bien travaillé la phase de l'empathie, vous aurez sans doute trop d'informations. Votre objectif, c'est de faire une analyse de tout ce que vous avez noté pour reformuler votre problème ou votre question. Cette fois, vous aurez en main l'information dont vous avez besoin pour cerner vos défis, ce que vous n'aviez pas au départ. Donc, c'est un bon moment pour utiliser ce qu'on appelle une carte heuristique, la fameuse mind map, pour prendre vos notes, générer... donc, vous allez prendre vos notes de la première phase puis générer votre mind map. Vos observations vont naturellement converger dans la même direction, puis ça va vous aider à définir vos questions. Si vous n'êtes pas familier avec les mind maps, je vous encourage vraiment à investiguer. Mais disons simplement que c'est une manière de représenter visuellement les idées et les concepts. C'est un outil qui permet de structurer, organiser, puis faire la synthèse d'une très grande quantité d'informations. On va idéalement partir d'un concept. Ici, ce serait notre questionnement en général. Puis, on va définir tous les éléments qui le composent pour y voir plus clair et identifier les éléments les plus importants. Donc, si je vous donne un exemple, moi, si je travaille sur un jeu de course, je vais chercher des éléments qui le composent. Donc, j'aurai des véhicules, leurs fonctions, leurs particularités. Est-ce que les conducteurs ont des personnalités propres? Est-ce que je peux faire des améliorations?
Puis après ça, je vais ouvrir une autre branche. Si je suis dans un jeu de course, ça implique que je suis dans une compétition. Donc, il me faudra une interface. J'ai sans doute un pointage, une minuterie. Puis en faisant ça, on devient mieux en mesure d'éliminer les éléments qui ne sont pas intéressants, puis de faire des choix lorsque des morceaux ne sont pas compatibles. Puis, si vous avez du mal à faire vos choix, je vous propose de simplement faire confiance à votre intuition avec un autre exercice que je trouve particulièrement agréable qui s'appelle le wishing. Le wishing, c'est un petit peu farfelu, mais vraiment utile. On commence par trouver l'idée la plus extravagante dans notre mind map, celle qu'on trouve la plus stimulante, celle sur laquelle on a vraiment envie de travailler. Puis on la pousse à sa forme la plus extraordinaire, c'est notre licorne. Puis après, on va la ramener dans un champ réaliste en trouvant son équivalent viable et faisable. En fait, l'avantage de faire ça, c'est qu'on s'assure de travailler sur quelque chose qui nous rend enthousiastes. Puis, en faisant ça, il y a des grosses chances que vous avez déjà commencé à travailler sur la prochaine phase. La phase de l'idéation. Pour moi, c'est le loisir, c'est la meilleure phase, c'est là où on commence à penser à ce qu'on va faire, puis on est complètement dans la création, c'est super motivant. Et comme je viens de le dire, il est probable qu'on a déjà jeté les bases de notre solution précédemment. Puis ça, c'est parce que les phases ne sont pas complètement hermétiques. On connaît déjà certaines fonctionnalités indispensables, on a peut-être un visuel en tête. Mais ce qui est fondamentalement différent entre l'idéation puis la définition, c'est que ici, on cherche à générer encore une fois un maximum d'idées, mais cette fois avec un problème qu'on a clairement identifié juste avant. On n'avance plus à l'aveugle essentiellement. En fait, c'est souvent l'étape par laquelle on se lance au début d'un projet. Puis c'est correct de faire ça. Les phases ne sont pas rigides, en tout cas pas au point qu'il faille les suivre dans un ordre très, très strict, dans la mesure où on va se permettre de faire des boucles puis de retourner aux phases précédentes, parce que finalement, dans l'empathie puis la définition, c'est là qu'on va vraiment identifier les besoins auxquels on répond. Il y a probablement plus d'une centaine d'exercices de brainstorm qui seraient ce qu'on voudrait faire ici. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui à comment on les fait, mais le point important à retenir, c'est qu'ici, on vise à nouveau la quantité. Il n'est pas utile de ramener tout à une seule solution, puis même c'est probablement nuisible. À la fin de notre brainstorm, on devrait avoir une bonne quantité de solutions envisageables qui répondent aux besoins qu'on a identifiés. On voudra les placer en ordre de priorité selon les critères de désirabilité, viabilité et faisabilité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un processus itératif. C'est-à-dire qu'on va commencer par une solution, mais on va revenir aux suivantes pour la mettre à l'épreuve, voir si c'était vraiment notre meilleure solution. Puis pour faire ça, il faut évidemment quelque chose qu'on pourra mettre dans les mains des utilisateurs, c'est-à-dire un prototype. Selon votre domaine, un prototype, ça peut prendre plusieurs formes. En jeu, évidemment, c'est une version du jeu, une tranche verticale souvent. Des fois, c'est une version qui n'a pas d'or, mais où les mécaniques sont testables et jouables. Mais ça peut être un site web, une app, ça pourrait même être un événement. Ce qui est important, c'est d'avoir une version de notre idée qu'on peut soumettre aux utilisateurs le plus rapidement possible. On ne cherche pas ici à concevoir une version lissée prête à mettre en marché. Au contraire, les risques d'échec sont encore trop élevés. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est avoir une grande quantité d'idées puis les tester le plus rapidement possible. En fait, ici, j'emprunte les mots de Tim Brown de IDEO. L'échec est un outil incroyablement puissant pour apprendre. Lorsque nous cherchons à résoudre de gros problèmes, nous sommes voués à l'échec. Mais si nous adoptons le bon état d'esprit, nous apprendrons inévitablement quelque chose de cet échec. Puis bon, pour apprendre, il faut tester ce qu'on a fait. C'est la dernière étape donc. Encore une fois, ici, on cherche à mettre à l'épreuve notre solution. Le but, c'est de la faire échouer maintenant pour augmenter les chances de succès plus tard lorsqu'on aura investi plus de ressources puis plus de temps. C'est donc bien moins coûteux puis surtout bien moins frustrant de recommencer à cette étape-ci qu'après des mois de développement. Puis, on pourra faire cette boucle itérative autant de fois qu'on le jugera nécessaire avant de passer au développement final, évidemment. Si vous avez bien porté attention, vous aurez remarqué qu'on a fait tout simplement complexifier notre modèle de départ. En fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un modèle
plus organisé de mode naturel de créativité, puis qui vous aidera à encadrer votre résolution de problèmes, puis évitera de faire face au syndrome de la page blanche. On a, encore une fois, pas le temps aujourd'hui de faire des ateliers, mais j'espère vraiment que vous adopterez cette façon de faire dans vos prochains projets, ou du moins vous en retiendrez les éléments de base. Donc, en résumé, l'approche conceptuelle, c'est d'adopter un processus itératif qui vous permettra de faire des erreurs et de les corriger, de garder en tête les besoins de vos utilisateurs de manière à développer une solution cohérente et désirable, puis enfin, de toujours tester vos prototypes en laissant de côté vos présomptions personnelles. Vous avez l'occasion de mesurer par l'observation l'impact de ce que vous créez. C'est vraiment la meilleure solution qu'on a. Donc, je voulais laisser le temps pour des questions. Ça serait le moment. Je crois qu'on a le temps. Oui, on me dit qu'il y en a qui s'en viennent, il n'y a pas de problème. Donc, la question, s'il est répétitif, est-ce que l'échec ne risque pas de devenir décourageant? Je pense que ça peut le devenir, mais encore là, il y a une question de se mettre dans le bon état d'esprit. Quand on crée quelque chose, à mon sens, il faut quand même être prêt à ce que peut-être notre idée de départ ou qu'est-ce qui nous plaît à nous personnellement, c'est pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, hein. La notion même de est-ce que c'est la bonne chose est discutable. Lorsque l'échec est répétitif, je pense qu'il faut peut-être voir qu'on n'est pas dans la bonne direction. Puis si on a vraiment généré un grand nombre de possibilités, un grand nombre de solutions envisageables, bien, ça serait là le moment d'aller dans une autre direction. Puis c'est ce que j'essaierais de faire. Là. Ça arrive là, quand on a une idée qui est très figée. L'échec répétitif nous montre peut-être que c'est pas la bonne direction. C'est ce que j'essaierais de faire personnellement. En espérant que ça répond à la question. Donc, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui ne se sentent pas motivés à faire... Pardon? Oh, à faire... Bon, je vais essayer de comprendre lié aux restrictions de la pandémie. Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui ne se sentent... à faire le premier pas? Donc, on parle de l'observation, si je comprends bien. Bien, l'observation, c'est quelque chose qui se fait pas seulement dans les environnements extérieurs. Évidemment, ben justement, ce qu'on fait aujourd'hui, le simple fait de donner le temps d'aller voir une conférence, d'écouter des gens, de considérer des nouvelles façons de faire, c'est quelque chose qui travaille là, ce muscle-là d'adopter de nouvelles pratiques. C'est difficile quand on se sent isolé et possiblement découragé. Puis ça, je comprends très, très bien. Puis c'est une des forces d'avoir une équipe, je crois. On est quand même dans une situation assez exceptionnelle dans une pandémie, mais avoir le recours d'une équipe, je pense que c'est là qu'on va réussir à trouver là, ces éléments de motivation. Donc, j'espère que pour ceux qui travaillent, on travaille jamais vraiment seul. Hein, je pense que c'est un peu ça le point, c'est que même quand on est un développeur solo, par exemple, ben, on a quand même un environnement autour de nous, puis des gens à qui on peut, avec qui on peut faire résonner nos idées. Là, puis c'est ce que je proposerais.
Je vais voir avec... Oh, voilà. Si observer permet de multiplier les chances d'avoir des déclics d'idées, est-ce que c'est le cas pour les autres sens? Oui, absolument. J'ai parlé d'observation, puis c'est vrai qu'on associe beaucoup observation à la vue, mais je pense que l'observation se fait globalement par tous nos sens. Des musiques, des ambiances, des odeurs, toutes les choses qui vont provoquer, par exemple, la mémoire, qui vont nous aider à faire des associations. Oui, vraiment, faut se permettre d'être ouvert à d'autres expériences. Je pense que c'est ça le plus important. Un apprentissage, je réponds par bifurcation ici, là, un apprentissage que je pense que tous les designers ont à faire à un moment là, soit dans leurs études ou dans leur carrière, c'est que notre pratique n'est pas pour nous. Il faut être prêt à laisser notre opinion personnelle, même si elle est informée par l'expérience, un petit peu de côté. Puis d'accepter là, d'être un peu une éponge de qu'est-ce qui nous entoure. Donc, dans ce sens-là, oui, les sens, tous, permettent d'avoir les déclics d'idées. Oui, exact. Donc, vraiment, là, faire résonner avec les autres. C'est ce que j'aime faire, moi. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est très intéressée par les méthodes de design, même s'ils ne sont pas tous des designers. Puis quand on est dans ces phases d'idéation, ils sont très présents. Puis ça, ça a extrêmement de valeur parce que quand on est isolé, c'est très difficile d'aller plus loin. Donc, toujours, là, je vais encourager d'avoir des gens avec qui on peut échanger de nos idées. Je pense que oui, l'échange est aussi une façon incroyable de multiplier les idées, les opportunités et les possibilités de les réaliser. Oui, j'aurais pas pu mieux le dire. Vraiment, échanger avec les gens, ça va toujours être une grande force. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être la seule chose que j'aurais voulu changer. Si j'aimerais ça pouvoir parler directement avec vous, n'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs si vous souhaitez le faire. Ces occasions-là, les conférences, c'est ça la beauté, c'est qu'on rencontre des gens puis on découvre des nouvelles perspectives. Donc, oui, absolument. Faire plus d'échanges avec les gens. Bien, je pense que c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Un énorme merci de vous être joint à moi. Profitez du beau temps si vous êtes comme moi à Montréal et que c'est superbe. Puis à la prochaine.